Nous nous rencontrons aujourd'hui pour aborder ce que vous nommez les clés de la guérison. Peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours professionnel. En fait, j'ai toujours voulu pratiquer la médecine générale. Et lorsque j'ai terminé mes études, cette année de médecine générale, je me suis rendu compte qu'on m'avait rien appris au niveau de ce qu'on appelle la relation humaine, au niveau de la psychologie, au niveau de l'anthropologie. Donc toutes ces dimensions de l'esprit ne m'avaient été pas du tout enseignées. Et pour moi, c'était essentiel pour pouvoir accompagner le patient et sa famille en médecine générale. Donc pour avoir ce complément, j'ai décidé de passer l'internat de psychiatrie. Et comme j'ai pu soigner des enfants et des adolescents, donc j'ai pu avoir la spécialité de pédopsychiatre. Ce qui fait que quand je me suis installé en médecine générale, comme je le souhaitais, j'ai pu développer cette approche globale de l'être humain avec son corps, avec son esprit, et tout ce qu'on appelle les interactions psychosomatiques entre le corps et l'esprit, qui vont faire jusqu'à 50 à 70% de la consultation du médecin généraliste. Donc de ce fait, j'ai pu développer une approche globale de l'être humain, de l'enfant et du patient avec sa famille. Ce qui fait que j'ai pratiqué pendant 19 ans la médecine générale avec cette compétence de pédopsychiatre. Et après avoir soigné une trentaine de patients dépendants de l'héroïne ou de la cocaïne pendant plusieurs années, ce qui m'a beaucoup épuisé et pris beaucoup d'énergie, j'ai pris conscience que leurs problèmes venaient pratiquement pour tous des blessures de l'enfance, de la petite enfance. J'ai donc décidé de consacrer le temps et l'énergie qui me restait pour les enfants et les adolescents au moment où ils avaient leurs blessures, de manière à pouvoir leur permettre de guérir plus facilement et de ne pas traîner ces blessures dans leur vie d'adulte. Voilà pourquoi depuis 10 ans, je travaille comme pédopsychiatre à temps complet. Vous avez réalisé le site internet Grandir pour guérir. Qu'est-ce qui vous a motivé à construire ce site internet et que va-t-on y trouver ? Je reçois trop souvent des parents désorientés avec des enfants et des adolescents en souffrance. Je suis malheureusement obligé de refuser en fonction de mon temps de pouvoir accueillir et de pouvoir répondre favorablement à toutes les demandes. Voilà pourquoi j'ai décidé de pouvoir offrir à ces parents désorientés des éléments tout simples pour pouvoir les aider et aussi d'offrir aux professionnels qui sont désireux d'une approche psychodynamique différente de l'enfant. Et donc dans ce site internet, il y a deux axes essentiels. Le plus important pour moi qui est la prévention. Et dans cette prévention, je donne une grande place à ce que j'appelle l'école des parents, qui est de permettre aux parents d'adopter les justes attitudes éducatives pour permettre à l'enfant de se prendre en charge lui-même, de pouvoir s'épanouir et devenir pleinement lui-même. Et le deuxième, qui est aussi très important, qui est l'axe de comment guérir les troubles actuels des enfants. Et pour cela, donc, j'ai été amené à définir 8 clés pour la guérison, qu'il est souvent nécessaire d'associer pour permettre à un enfant ou un adolescent de pouvoir avancer sur ce chemin de la guérison. Donc voilà ce que ce site va pouvoir proposer aux personnes qui vont le visiter. Vous partez du principe que l'enfant porte une part de responsabilité dans l'origine de ces troubles. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Une enfant que j'ai reçue, Laure, qui avait 5 ans, qui est venue me consulter pour une anorexie, a dit « Je ne veux pas manger parce que je ne veux pas grandir. Je veux rester petite. » Voilà une phrase qui paraît tellement anodine dans la bouche d'un enfant, et pourtant, cette phrase révèle la puissance d'autodestruction de cet enfant. Une autre enfant, Dominique, 6 ans, qui est venue me consulter pour des peurs, a dit à sa mère « Je veux rembobiner ma vie, je veux revenir dans ton ventre. » Voilà comment les enfants révèlent leur responsabilité dans les troubles qui leur arrivent. Et donc, derrière la majorité des troubles psychologiques, voire psychiatriques,
que j'ai pu rencontrer, que ce soit l'hyperactivité, la dyslexie, les tics, les tocs, le pipi au lit, le caca dans la culotte, boulimie, anorexie, et même derrière les syndromes autistiques, j'ai retrouvé une même cause, une même origine commune, qui est que l'enfant, suite à de grandes peurs, à de grandes terreurs, va refuser de grandir. Et il décide de redevenir le petit bébé de sa maman. Et si sa maman l'appelle mon bébé, mon poussin, ma puce, c'est comme si elle favorisait inconsciemment cette régression. Voilà ce que j'ai retrouvé comme origine commune dans plus de 95% de ces problèmes. Vous dites donc qu'à l'origine des troubles psychologiques et psychiatriques, vous retrouvez chez l'enfant un refus de grandir suite à de grandes peurs. De quel type de peur peut-il s'agir ? En fait, il y a deux sortes de peurs. Les premières peurs sont celles que l'enfant va vivre lui-même directement pendant ces périodes aussi importantes que la grossesse, l'accouchement et la période de petit bébé. Prenons l'exemple tout simple de l'enfant qui va naître avec le cordon ombilical autour du cou et qui va naître inconscient. Donc cet enfant ayant approché des portes de la mort, bien entendu, il va avoir au fond de lui une grande peur, une grande terreur de la mort. Donc ce sont les premières peurs qui peuvent habiter l'enfant. Mais l'enfant va pouvoir aussi être rempli d'autres peurs qui sont des peurs liées à des secrets de famille, puisque nous savons aujourd'hui que l'enfant est un immense radar sensible et affectif qui va se brancher sur l'inconscient de la maman et plus tard aussi sur celle du papa, et comme une éponge, il va prendre tous ces troubles, toutes ces blessures qu'il y a pu y avoir dans l'inconscient de la maman, qu'elle a intégré au fond d'elle, dans l'inconscient du père. Et donc, ces secrets de famille vont générer chez l'enfant des grandes peurs qu'il va porter, mais dont l'origine vient de ses parents. C'est ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Vous pouvez nous dire quelles sont les conséquences de ce refus de grandir ? Les conséquences de ce refus de grandir sont redoutables. L'enfant, tout d'abord, va porter la responsabilité de bloquer au fond de lui les forces de vie. S'il bloque sa joie de vivre, eh bien, il va lui-même se rendre malheureux et engendrer un état dépressif au fond de lui. En bloquant la confiance en lui, il va générer des grandes peurs qui vont faire qu'il va être dans l'incapacité de pouvoir réaliser. S'il bloque son intelligence, on va se trouver confronté au problème d'apprentissage scolaire. Il va bloquer sa créativité, sa bonté naturelle. Et le deuxième élément est que l'enfant va développer dans son cœur la partie que j'appelle la partie du tyran, qui dit à sa mère « c'est moi le Dieu, c'est moi le roi, je suis le centre du monde, tu ne t'occupes que de moi, vous les frangins, les frangines, vous dégagez ». Et le tyran manipule, séduit, fait du chantage, joue la comédie, va mentir comme un arracheur de dents. Il est un redoutable provocateur et il va entrer dans l'autodestruction et la destruction des autres. Et le troisième élément de ce que j'ai nommé le syndrome de Peter Pan, à l'image de ce petit enfant qui ne voulait pas, que nous connaissons tous et qui ne voulait pas grandir, eh bien comme Peter Pan, il va s'envoler dans son monde imaginaire où là il va s'octroyer des pouvoirs magiques, il est tout puissant. Et dans ce monde imaginaire, dans cette bulle, il va se couper plus ou moins des autres. Et les enseignants vont dire, il est dans la lune, il est dans les nuages, il n'est pas concentré. Donc voilà les conséquences redoutables que vont générer ce refus de grandir et le désir de redevenir le petit bébé de la maman. En vous écoutant, je me demandais si un enfant peut guérir du syndrome de Peter Pan et comment il peut en guérir. Pour guérir de ce syndrome, chacun va porter une part de responsabilité. L'enfant porte le premier tiers de la responsabilité pour aller sur le chemin de la guérison. Et donc j'invite cet enfant à arrêter de vouloir rester le bébé de sa maman et je l'invite à mettre toute son énergie sur le chemin du grand garçon, de la grande fille. Et je lui promets que sur ce chemin-là, eh bien, ces troubles vont disparaître. La deuxième responsabilité est portée par la maman, donc qui est invitée à dire à l'oisillon « tu restes plus sous mes ailes protectrices, sinon les ailes du petit oisillon ne pousseront pas ». Et dans la vie, tu ne pourras pas voler tes propres ailes, donc par amour, je te pousse à te détacher de moi, et de ce fait, je te donne la liberté. En plus, elle ajoute à son fils, cette place d'homme et d'amoureux n'est pas pour toi, elle sera jamais pour toi, puisque le fils étant amoureux de la maman par le complexe d'Oedipe, va souvent prendre cette place
du papa va vouloir piquer maman à papa. Le troisième tiers de responsabilité qui est très important est porté par le père, qui est souvent l'éternel absent. C'est le papa ou le substitut paternel qui est responsable de prendre l'enfant de façon pacifique et de l'aider à couper ce cordon invisible entre l'enfant et sa mère. Et c'est lui qui est responsable d'apprendre l'oisillon à voler de ses propres ailes. À partir du moment où l'enfant, la mère et le père engagent leurs propres responsabilités dans une synergie de force, et bien à partir de là, je peux leur promettre la guérison. Je sais que vous vous intéressez beaucoup au miroir et qu'il représente selon vous un grand danger pour l'être humain. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Le miroir a une fonction positive qui a bien été définie par Jacques Lacan dans ce qu'il a appelé le stade du miroir, qui consiste dans le fait que, alors que le bébé était jusqu'alors en relation fusionnelle totale avec la maman, donc le bébé croit qu'il est la maman, la première fois qu'il se trouve devant le miroir avec sa mère et qu'il voit le visage de sa mère et son propre visage, au fond de lui il se dit c'est bizarre, il y a une différence. Et c'est là où commence la première étape de différenciation de l'enfant pour construire sa personnalité unique qui sommeille au fond de lui. En dehors de cette fonction positive du miroir, Françoise Dolto expliquait dans son livre L'image inconsciente du corps que le miroir pouvait provoquer chez l'enfant des chocs vraiment très traumatisants qui pouvaient engendrer des vertiges, de l'instabilité, voire même entraîner dans des syndromes autistiques. Elle disait que lorsque le bébé, pour la première fois, le petit enfant se retrouvait devant le miroir, donc il se disait, mais chouette, il y a un autre enfant, je vais aller jouer avec lui, il va vers le miroir, il tombe sur le vide, mais le choc ne vient pas de là. Le choc vient du fait qu'une fois qu'il a apprivoisé son image, alors que jusqu'à présent, tout ce qu'il ressentait, ses sensations, ses sentiments, ses ressentis, prenaient source dans la maison de son corps, alors que toutes ses pensées conscientes et inconscientes prenaient source dans cette maison de son corps, pour la première fois, il allait construire une fausse croyance que l'image qu'il voit dans le miroir, c'est lui-même. Il va entrer dans la confusion entre l'image et son propre corps, et de ce fait, il va devenir prisonnier du monde de l'image. Donc le danger ensuite venait de l'identification à l'image animée de la télévision, et lui-même en s'identifiant aux héros, aux princes, princesses, chevaliers, et en s'identifiant par la suite aux images des jeux vidéo, l'enfant devenait complètement prisonnier du monde du paraître, du monde de l'image, au détriment de l'être, au détriment d'habiter dans son corps. En tant que chercheur, j'ai voulu vérifier cela, et donc j'ai installé ce miroir qui est dans mon bureau, et j'ai posé la question à peu près une centaine d'enfants et d'adolescents. J'ai pu vérifier qu'effectivement la confusion existait. Je l'installais face au miroir, je lui posais simplement la question « Dis-moi ce que tu vois dans le miroir ». Et tous, sans exception, m'ont dit « c'est moi que je vois dans le miroir ». Donc je leur proposais d'attraper ce moi dans le miroir, et évidemment ils ne pouvaient pas. Je n'arrêtais ce test que lorsqu'ils me disaient « c'est mon reflet » ou « c'est mon image ». Et une fillette de 8 ans m'a dit, donc après avoir dit « c'est moi dans le miroir », elle a commencé à me parler des mondes parallèles. Et je lui ai dit « oui, effectivement, si tu crois que ton moi est dans le miroir », tu construis un monde parallèle imaginaire. Quelle serait la prévention à effectuer pour éviter que l'enfant soit prisonnier du monde de l'image ? La prévention de ces troubles définis par Françoise Dolto dans le miroir a été très bien expliquée par une psychanalyste, Claude Almos, dans son livre Grandir. Et donc pour la prévention, c'est ce que j'explique aux parents. Donc chaque parent devrait, quand l'enfant à peu près a 3 ans, se mettre devant le miroir avec l'enfant en lui disant tout simplement « voilà, je te propose d'essayer d'attraper mon corps, de m'attraper dans le miroir ». L'enfant va vers le miroir et il dit « non, j'y arrive pas ». Ensuite, donc ce parent demande à l'enfant « je te propose de t'attraper dans le miroir, d'attraper ton corps dans le miroir ». L'enfant va vers le miroir et il dit « non, je ne peux pas ».
À ce moment-là, le parent invite l'enfant à se tourner vers lui-même et il dit à l'enfant, je te propose de m'attraper, d'attraper mon corps. L'enfant vient vers le parent, attrape le corps du parent et ce parent lui confirme, oui, tu as bien attrapé mon corps, donc c'est bien moi et mon moi-même, mon être intérieur, habite la maison de mon corps. Maintenant, tu essayes de t'attraper toi-même et là, l'enfant va s'attraper et le parent le conforte aussi que voilà, c'est bien son corps, c'est bien lui et que son moi-même, son moi, habite bien la maison de son corps et que ce qu'il voit dans le miroir, ce n'est pas lui, c'est son image, mais ce n'est pas lui. À partir de là, l'enfant entrerait dans une prévention par rapport à ce domaine de l'image, mais le miroir ne suffit pas puisque je me suis rendu compte que les enfants pouvaient aussi être prisonniers de l'image en regardant des photos, puisque l'enfant va croire que sur la photo, c'est lui ou c'est papa. Et donc la prévention est aussi à faire au niveau de l'image, de la photo, en disant, voilà, c'est une image et toi, tu es là. Et aussi au niveau des films, lorsque l'enfant est filmé, voilà quelle devrait être la prévention pour permettre aux enfants de ne pas être prisonniers du monde de l'image et de leur permettre de se sentir pleinement habiter la maison de leur corps. Vous pouvez nous parler des projections inconscientes et des phénomènes d'identification ? Le mieux, je crois, pour parler de ces phénomènes de projection inconsciente et d'identification qui ne sont pas évidents à percevoir est de prendre un exemple. J'ai reçu, voici plusieurs années, une fillette qui était dans l'hyperactivité avec de grandes crises de colère violente. Donc au fur et à mesure des consultations, j'ai découvert que la maman avait été extrêmement malheureuse dans son enfance, elle avait manqué de beaucoup d'amour. Et quand les mamans manquent d'amour, je leur pose cette question, cet amour que vous n'avez pas eu, à qui l'avez-vous donné ? Et là, immanquablement, donc, cette maman m'a répondu, comme les autres mamans, je l'ai donné à mon enfant. Et alors, je lui ai expliqué que le fait qu'elle avait donné l'amour qu'elle n'avait pas eu à son enfant faisait que son enfant avait reçu trop d'amour. Et le trop d'amour pourrit et gâte complètement un enfant. Donc je lui ai proposé de faire une démarche symbolique qui était de reprendre ce trop d'amour qu'elle avait donné à sa fille pour qu'elle n'ait juste la dose d'amour dont elle avait besoin. Et je lui ai dit, à qui allez-vous redonner cette dose d'amour symboliquement qu'elle avait repris dans ses mains ? Bien entendu, c'était à elle et je l'ai invitée à aller sur le chemin d'aimer cette petite fille malheureuse parce que c'était sa responsabilité d'être bonne avec elle et d'apprendre à l'aimer pour devenir son amie. Et puis plus tard, cette fillette allait mieux. La maman un jour est arrivée en me disant « Écoutez, monsieur Ruiz, je suis très inquiet parce que j'ai retrouvé dans les yeux de ma fille les angoisses que j'avais quand j'étais petite fille. » Et là, en allant un petit peu plus loin avec cette maman, on a vu très clairement que c'était comme si la maman s'était projetée inconsciemment dans sa fille. Comme si la petite fille malheureuse habitait le corps de sa fille et que cette fillette était dans la confusion, habitée par son être unique, mais habitée aussi par la petite fille malheureuse que la maman avait été. Ce qui fait que j'ai complété par une autre démarche symbolique qui fait que cette maman est venue avec une photo de sa fille et une photocopie d'une photo d'elle lorsqu'elle était cet enfant malheureux. Et donc, dans mon cabinet, je lui ai présenté la photo de sa fille en lui disant, voilà, quand vous regardez votre fille, c'est comme si vous ne pouviez pas la voir. Et là, j'ai fait glisser doucement la photocopie de la photo d'elle étant enfant, parce que, voilà, vient se superposer les projections inconscientes que vous avez faites sur elle. Ce qui fait que c'est un écran entre vous et elle qui vous empêche de partager pleinement la relation entre mère et fille. Donc, je lui ai fait décoller la photocopie de sa photo d'enfant de la photo de sa fille, comme pour dire symboliquement, maintenant je ne veux plus me projeter inconsciemment dans ma fille. Je lui ai proposé de donner la photo à sa fille qui était là, et comme pour lui dire, voilà, maintenant tu es uniquement responsable de toi, et je lui ai fait déchirer symboliquement donc cette photocopie de photo, comme pour dire, voilà, je ne veux plus me projeter inconsciemment. À la consultation d'après,
Je ne reconnaissais pas cet enfant, tellement son visage était agrandi, surtout du bas, et elle avait dans ses yeux un calme que je ne lui avais jamais vu. J'étais comme hypnotisé par le visage de cet enfant. Et la maman m'apprend que, alors que son enfant était toujours dans la tristesse, là elle était toujours dans la joie de vivre, en train de rire. Elle qui ne s'intéressait pas à la vie, elle n'arrêtait pas de poser des questions sur la vie, tout l'intéressait. Elle qui n'était pas du tout féminine, s'intéressait là à sa féminité. Et un tout petit peu plus tard, la maman me dit, elle m'a ramené des notes extraordinaires, je ne pouvais pas le croire. Elle ne pouvait pas le croire parce que pendant plusieurs années, elle lui avait dit « t'es nul, t'y arriveras jamais ». Et donc cette maman me dit « ben voilà, j'ai eu honte et je lui ai demandé pardon ». Et je voyais cette fille qui était sur la table du dessin, rayonnante, vraiment épanouie. Vous ne craignez pas d'être pris pour un magicien avec les démarches symboliques que vous proposez ? Si, bien sûr. Très 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 souvent, je dis aux enfants, aux adolescents et même aux parents, attention, ce n'est pas la magie. Les démarches symboliques, ce sont des démarches qui ont du sens, qui sont là pour aider à passer d'une étape qui bloque à une autre étape. Et je passe beaucoup de temps à expliquer aux enfants pour qu'ils comprennent le sens de ces démarches. Pour pouvoir là aussi aider à comprendre, je vais prendre l'exemple d'un adolescent que j'ai reçu parce qu'il était dans la haine, dans la rage contre son père, parce que le père venait de quitter la maison en laissant les enfants, dont lui en tant qu'adolescent et sa mère. Et donc il me parlait de cette rage qu'il avait contre son père. Et je lui ai proposé une démarche symbolique qui était d'écrire sur une lettre toutes ces paroles de colère et de haine qu'il avait contre son père, lettre qu'il signait. Et je lui ai dit que cette lettre-là, il n'allait pas la donner, il allait la brûler symboliquement, comme pour dire à la vie, je ne veux plus garder cette haine et cette colère dans mon cœur contre mon père, donc symboliquement, je décide de la brûler. Pourquoi lui ai-je proposé cela ? Je lui ai expliqué que lorsqu'on a une haine qui est vraiment très importante dans le cœur contre quelqu'un d'aussi important qu'un père ou une mère, la loi naturelle est que si cette haine ne s'exprimait pas, qu'immanquablement on allait toujours retourner cette haine contre soi-même et contre des innocents. Et donc que c'était pour cela aussi que je lui proposais de faire cette démarche symbolique. Et ça n'était bien sûr agissant que lorsque c'était fait de façon authentique. À la consultation d'après, donc il me raconte qu'il a fait cette lettre et qu'il l'a brûlée. Et il me dit que 3 jours après, son père l'invitait au restaurant. Et pour la première fois, au restaurant, le père avait pu dire au fils les mots que le fils attendait depuis qu'il était tout petit, dont ces mots extraordinaires « Mon fils, je t'aime ». J'ai donc émis l'hypothèse que le fils, en acceptant de sortir ses paroles de haine et de colère de façon authentique, dans l'invisible, dans le secret, puisque personne n'était au courant, que le cœur du père qui était dans le secret, dans l'invisible, s'était senti attiré par le cœur du fils, et le père avait pu enfin dire les mots que le fils attendait depuis qu'il était tout petit. Donc voilà donc un exemple de démarche symbolique. Et là, voilà, il est possible d'être dans la création en fonction des circonstances. Consultation, vous proposez aux enfants de faire un dessin libre. Qu'est-ce que vous apportent ces dessins ? Autant ce que j'appelle la tête chez l'enfant, qui est son mental, peut raconter des mensonges, et j'ai dit combien le tyran pouvait être un grand menteur, autant le dessin libre révèle l'inconscient chez l'enfant, qui est d'une authenticité et d'une pureté absolument incroyable. Les éléments que l'enfant va pouvoir apporter à travers son dessin libre sont de 2 types. Tout d'abord, donc, l'enfant va révéler des désirs inconscients qui sont cachés au fond de lui et qui va révéler à travers ce dessin libre. Je vais vous montrer l'exemple du dessin d'une adolescente de 13 ans qui avait beaucoup de manque de confiance en elle, qui avait très peur, qui était très tyrannique avec ses parents. Et qu'est-ce qu'elle a dit de ce dessin ? Elle a dit « c'est moi qui vole et je vais après plonger dans la piscine ». Donc, qu'est-ce que j'ai pu apporter comme hypothèse d'interprétation symbolique ? Cette jeune fille qui vole, voilà, c'est la représentation typique de Peter Pan,
qui est dans son monde imaginaire en train de voler. Donc elle révèle ce désir inconscient d'être dans sa bulle et de s'envoler dans son imaginaire. Et donc ensuite, elle m'explique qu'elle va ensuite plonger dans la piscine. L'eau représente le symbole de la mère, de la maman, puisque le premier milieu dans lequel l'enfant a grandi, c'est le liquide amniotique. Et donc, quand l'enfant était dans le ventre de maman, c'était sa première piscine personnelle. Donc mon hypothèse est que cette fille, en ayant refusé de grandir, a voulu non seulement redevenir le bébé de sa mère, mais en plus a voulu revenir dans le ventre de sa mère, souvenir de ce paradis perdu. Le deuxième élément très important que les enfants peuvent révéler dans leur dessin libre, ce sont des secrets de famille. Les enfants, des dizaines d'enfants m'ont amené dans une aventure absolument prodigieuse qui fait que des secrets de famille dont ils n'ont jamais entendu parler, jamais eu aucun mot, ils sont capables de les révéler de manière symbolique par leur dessin. L'exemple que je peux vous montrer, c'est l'exemple d'un garçon de 5 ans et demi qui avait des angoisses nocturnes. Et donc cet enfant a fait ce dessin en disant, voilà, c'est un vélociraptor. Il a dessiné ce vélociraptor devant l'arbre, et l'arbre symboliquement représente l'arbre du masculin, en particulier le père. Et donc de ce fait, j'ai demandé à la maman qui était là, est-ce que dans la famille du papa, est-ce qu'il y aurait eu un homme qui aurait agi de façon aussi violente et meurtrière qu'un vélociraptor? Et donc la maman m'annonce que le papa a effectivement donc eu sa grand-mère qui a été assassinée à coups de hache par un garçon de la DAS qu'elle gardait, et le papa a fait des cauchemars pendant des années et des années. Donc cet enfant a été capable de révéler cela en se branchant sur l'inconscient de son père. 3 autres enfants qui ont dessiné des dinosaures méchants, tyrannosaures, aussi vélociraptors, j'ai retrouvé dans ces 3 familles différentes un homme meurtrier aussi qui avait tué. Et donc dès que je nomme qui est le tyrannosaure ou le vélociraptor, l'enfant est instantanément libéré de ses terreurs nocturnes. Si je prends un autre exemple que j'ai fréquemment, c'est les enfants qui sont terrorisés par des fantômes. Et donc chaque fois que l'enfant a peur de fantômes, je cherche si dans la famille, il y a eu la perte d'un être cher dont l'acceptation, ce qu'on appelle le travail de deuil, n'a pas pu se faire. Et effectivement, donc je trouve, et à partir du moment où je nomme qui est la personne décédée, eh bien l'enfant est instantanément libéré de ses peurs du fantôme. Voilà ce que le dessin libre est capable d'apporter comme richesse absolument extraordinaire. Que pouvez-vous nous dire sur les troubles de l'attachement ? Lorsqu'on coupe le cordon ombilical de chair à la naissance entre le petit bébé et sa maman, ce qui n'a pas été dit aux parents, c'est qu'il existait un immense cordon invisible d'accrochage affectif et émotionnel. Le bébé est accroché à la maman comme l'alpiniste est accroché à la montagne. La maman représente la sécurité absolue, affective et émotionnelle pour ce bébé. Et donc certains traumatismes qui arrivent pendant la grossesse, l'accouchement, voire pendant la période où l'enfant est petit bébé, pourra blesser fortement ce cordon invisible d'accrochage affectif et émotionnel chez le bébé, donc pourra vraiment laisser des blessures au niveau de cette sécurité affective et émotionnelle. Donc lorsque je repère ces troubles de l'attachement qui ont empêché l'enfant de s'attacher suffisamment à sa mère pour trouver sa sécurité, ce qui lui permettra dans un deuxième temps de pouvoir doucement se détacher d'elle pour pouvoir devenir lui-même et se construire. Je propose des démarches symboliques de réparation pour justement réparer ces blessures. Le plus simple est de prendre un exemple, c'est un garçon de 11 ans qui faisait encore pipi au lit et donc il manquait beaucoup de confiance en lui. Et il avait déjà eu un traitement pendant 2 années de médecine générale pour arrêter ce pipi au lit. Et en fait, en reprenant l'histoire de ce garçon, il est apparu que la maman, du fait d'une blessure grave, affective et émotionnelle qu'elle avait vécue, elle n'avait pas pu donner à ce bébé toute l'affection et la sécurité dont il avait besoin. Donc j'aurais proposé de rejouer la grossesse, l'accouchement, et donc voilà, lui se mettait sous une grande robe ou un gros pull.
Et l'invitation était de rejouer cette grossesse, l'accouchement, en prenant le plus de plaisir possible, de le rejouer comme les enfants savent le faire. Et la maman, je lui avais dit que ce qui était important, c'était qu'elle demande pardon à ce fils de ne pas avoir pu lui donner l'amour qu'elle aurait voulu lui donner. Donc ce qui est très libérant pour l'enfant et en même temps libère la maman de sa culpabilité. Et donc, à la consultation d'après, ce garçon m'a dit « Oh là là, c'était bien, j'avais le sentiment d'être devenu comme un petit bébé ». Et lorsque la maman est entrée, donc elle m'a annoncé que 8 jours après, l'enfant avait de lui-même enlevé la couche, qu'il avait pris un pyjama de grand et que le pipi s'était arrêté instantanément ce soir-là. Donc, c'est toute la puissance de ces démarches symboliques que j'utilise pour les enfants qui ont vécu ces troubles de l'attachement. Si c'est puissant pour les enfants qui ont encore leurs parents de sang, c'est beaucoup plus difficile pour les enfants qui sont adoptés, puisque ces enfants qui sont adoptés ont des blessures graves au fond d'eux. Bien entendu, ils ont des troubles de l'attachement, puisqu'ils ont été séparés de leurs parents de sang. Et comme chez chacun d'eux, puisque je suis à peu près une quinzaine d'enfants et adolescents de tous les pays du monde, comme chez chacun d'eux, je retrouve aussi ce syndrome de Peter Pan, le refus de grandir, le désir de redevenir le petit bébé de leur mère, et aussi donc un tyran extrêmement puissant. La difficulté, c'est de pouvoir permettre à l'enfant de construire cette sécurité affective et émotionnelle dans le cadre de la thérapie, mais en même temps, comme massivement ils collent affectivement à leur mère adoptive, d'arriver à les détacher. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour ces enfants adoptés, d'autant plus qu'une autre difficulté est que ces enfants font souvent un reniement complet de leur origine. Et donc, en niant leurs racines, c'est comme s'ils étaient un arbre qui était coupé au niveau du tronc et qui ne pouvait pas tenir debout parce qu'il est sans racines. Et donc, je travaille avec eux pour qu'ils développent ce que j'appelle la reliance, qui est de leur permettre de pouvoir relier les deux pays, le pays d'adoption avec la famille adoptive, avec l'acceptation de cette première étape de vie dans le pays où ils sont nés et ce qui a pu se passer avec leurs parents biologiques. Vous luttez contre les fausses croyances dans lesquelles les enfants peuvent être prisonniers. Vous considérez que ces fausses croyances sont destructrices ? Effectivement, j'ai engagé un véritable combat contre les fausses croyances mensongères dans l'esprit des enfants, que je vais jusqu'à nommer l'ennemi public numéro 1 pour l'enfant. Je vais prendre 2 exemples. Françoise Dolto disait qu'il fallait éviter de parler de la propreté, mot qu'on entend partout, que ce soit dans le domaine de la santé ou même psychologique. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'une maman va dire à l'institutrice ou au médecin généraliste « mon enfant n'est pas propre », qu'est-ce que va recevoir cet enfant ? Eh bien, comme image de lui, je suis sale. Donc comment l'enfant pourra-t-il développer une estime de lui-même et une confiance en lui à partir du moment où il va avoir une image aussi désastreuse de lui-même ? Le deuxième exemple que je reprends couramment avec des enfants au moment où ils commencent à s'intéresser à comment les bébés arrivent, donc je pose souvent la question à l'enfant, dis-moi, le bébé, où est-il au départ ? Donc ils savent tous me répondre qu'il est dans le ventre de maman. Et après je pose cette question qui peut paraître un peu sacrilège, combien y a-t-il de trous en bas du corps d'une maman ? Et généralement les enfants me répondent 2. Donc je vais avec lui entrer dans l'explication, je lui dis bon alors, le premier trou, le trou de devant, donc quel est ce trou ? Le trou pour faire pipi, l'enfant s'est trouvé. Ensuite le trou derrière, le trou pour faire caca, effectivement. Est-ce qu'il y a un autre trou ? Et là l'enfant généralement va dire non. Alors je lui pose la question, mais voilà, par où va sortir le bébé ? Et 80% des enfants vont me dire « il va sortir par le trou du derrière » et 20% vont me dire « il sort par le trou du pipi ». Donc imaginons les conséquences. Si moi, enfant,
Je crois que je suis venu par le derrière de ma maman. Qu'est-ce que je crois que je suis? Eh bien, une crotte, tout simplement. Donc, comment pouvoir avoir cette estime de soi-même et avoir cette confiance en soi à partir du moment où l'enfant va commencer sa vie avec une vision de lui aussi désastreuse. Donc voilà pourquoi je combats avec beaucoup de violence ces fausses croyances, effectivement, que j'appelle l'ennemi public numéro 1 pour l'enfant. La médecine de l'éducation, c'est le socle de votre approche psychothérapeutique? C'est François Dolto qui a inventé ce terme de médecine de l'éducation. Je me suis approprié ce terme en me nommant médecin de l'éducation, puisque l'éducation actuellement elle est très malade. Et donc j'ai donné comme 2 fonctions essentielles à la médecine de l'éducation. La première est d'enseigner aux parents les justes attitudes éducatives, de manière à ce qu'ils puissent permettre de créer l'environnement favorable pour que leur enfant ou leur adolescent puisse se prendre en charge eux-mêmes. Je vais prendre un exemple. Chaque enfant a besoin de commencer par entendre ses qualités et seulement en deuxième ses défauts. Malheureusement, c'est souvent l'inverse qui est fait. Donc j'ai dû imposer une loi incontournable aux parents quand ils arrivaient dans mon cabinet. Et cette loi est qu'ils devaient commencer toujours par ce qui avait pu progresser. Il n'y avait pas toujours des progrès, mais c'est une loi incontournable. Et seulement en deuxième, ce qui posait difficulté. Ce qui fait que l'enfant, entendant ce qui a progressé, se sentait plutôt élevé et devenait capable de pouvoir entendre ce qui venait après au niveau des difficultés. La deuxième fonction essentielle que j'ai donnée à la médecine de l'éducation, c'est de donner toute l'importance aux mots et à la communication. Lorsqu'un grand de 10, 15 ans s'entend encore appeler mon bébé, ma puce, mon poussin par une maman, même si cette mère fait tout ce qu'elle peut pour le pousser à grandir, il y a ce message contradictoire, mon bébé, qui est d'une grande puissance et qui va retenir l'enfant en arrière pour l'inviter à rester petit. Donc, bien entendu, j'invite les parents à abandonner ces mots qui sont extrêmement destructeurs. Le deuxième exemple que je peux prendre concernant la communication, c'est que la plupart du temps, les parents s'adressent aux enfants en commençant par « tu fais ci, tu fais ça, tu arrêtes », ce que Jacques Salomé, qui est un spécialiste de la communication, appelait la communication klaxon. Tu. Et donc Jacques Salomé ajoutait qu'il était fondamental de commencer toute phrase pour s'adresser à l'autre par le « je ». Je m'adresse à toi, je te demande cela. Et cette vraie communication est d'autant plus importante pour les enfants qui sont dans le syndrome autistique, puisqu'ils sont à la recherche du moi, du je. Je vais prendre l'exemple d'une fillette de 4 ans et demi, Pauline, qui était dans ce syndrome autistique. Et quand je lui ai posé la question « Mais qui est Pauline ?» Elle m'a répondu « C'est pas ». Je lui ai répété à nouveau cette question « Qui est Pauline ?» Elle m'a dit « Elle est là », en se montrant. Donc, l'indication essentielle pour les parents était d'investir cette juste communication. Et je les invitais à faire des efforts, à commencer toute phrase qui s'adressait à Pauline par le « je ». Je te demande cela, je t'autorise cela, j'interdis cela. Et 2 mois après, donc Pauline est arrivée dans mon bureau, dans mon cabinet, en me disant « Moi, je suis une grande fille ». On est allé avec les parents en vacances, on a pris le téléphérique, ça y était. Elle avait acquis le moi, le je, elle était partie sur le chemin de la différenciation et de pouvoir exister à travers ce moi et ce je. Voilà pourquoi je dis que la médecine de l'éducation est le socle de la thérapie que j'ai développée pour les enfants et les adolescents. Vous avez évoqué un certain nombre de clés nécessaires à la guérison des enfants et des adolescents, mais vous n'avez pas évoqué la question des médicaments. Il m'arrive de poser cette question à un adolescent
voilà, dis-moi, d'après toi, quel est le premier médicament, quel est le médicament le plus important? Et je l'amène à chercher au fond de lui la réponse parce que je sais qu'il a cette réponse au fond de lui. Et donc certains vont trouver et vont me dire l'amour. Effectivement, je confirme que le premier médicament, c'est l'amour et l'amitié. Et chaque médecin, dans son expérience, a pu se rendre compte au moins une fois que voilà, l'amour est un puissant médicament qui peut guérir qui peut guérir énormément de choses. Ensuite, je lui pose la question, d'après toi, quel est le deuxième médicament? Donc là aussi, je l'invite à chercher pour essayer de trouver au fond de lui. Certains trouvent, d'autres non. Et effectivement, le deuxième médicament, c'est la parole, puisque moi, je ne guéris les enfants qu'avec la parole. Et c'est la parole vraie et authentique qui va permettre de libérer l'enfant ou l'adolescent de ses problèmes, de ses troubles. Et la grande pionnière, bien entendu, c'est Françoise Dolto, qui disait que justement, c'était cette parole vraie et authentique qui libérait l'enfant, qui lui permettait de se guérir, alors que c'est les secrets de famille, toute la parole qui est cachée, toute la parole mensongère, qui va poser d'énormes problèmes aux enfants et qui va être à l'origine de leurs problématiques. Donc ce qu'on appelle les médicaments, que sont les produits chimiques, je ne les utilise qu'en troisième, je dirais, place. Et donc je vais utiliser, quand il est nécessaire, des médicaments pour l'angoisse, pour la dépression, pour l'agitation. Mais en fait, je les prescris dans des circonstances particulières, puisque comme je ne veux pas d'effets secondaires, je suis toujours en dessous des doses habituelles préconisées par le Vidal, enfin la Bible des médicaments des médecins. Je suis toujours au quart, au tiers, au maximum, à la moitié de la dose préconisée par ce Vidal. Et donc mon objectif est de diminuer un tiers à moitié de l'angoisse, un tiers à moitié de la dépression, de façon à permettre à la vitalité de l'enfant de reprendre le dessus et de repartir sur son chemin de vie pour devenir pleinement lui-même et construire cet être unique qu'il a au fond de lui. Et pour cette question concernant les médicaments, j'ai envie de terminer par une citation de ce grand monsieur qui s'appelle Aesnel, qui était psychanalyste et qui est un grand pédagogue, qui a expliqué la grande confiance qu'il avait dans la justice et la bonté naturelle de l'enfant, et qu'il a décrit à travers son livre « Libre enfant » de Summerhill. Neil écrivait « À Summerhill, ce qui guérit l'enfant, c'est l'amour, c'est-à-dire l'acceptation de l'enfant, l'approbation et la reconnaissance à son droit d'être lui-même. »